Bonjour, c'est l'heure de la rétro. Retour sur l'actualité du Distri. Lundi, nous donnions la parole aux deux co-initiatrices de la pétition « Sauvons la petite école du village de Loing ». La fermeture de 2 classes à la rentrée a suscité une vague d'émotions dans le Distri. Mardi, nous recevions Valérie et Jean Renaud qui commentent les changements qui accompagneront la future législature de région de Nyon. La présidente du conseil intercommunal cédera sa place au perchoir et souhaite entrer à la commission des finances. Enfin, pour terminer, une grosse page dédiée au crématoire animalier de Dubendorf à Zurich. Une copie devrait voir le jour sur la route du stand à Nyon. En plateau, réaction du municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué, mais aussi visite des lieux et la parole donnée au directeur de la société. À Loing, la fermeture de 2 classes à la rentrée scolaire suscite une vague d'émotions dans le Distri. La conseillère d'État Cécile Marel est intervenue dans le dossier pour préciser que la fermeture du collège revêt un caractère provisoire. On en parle avec les deux co-initiatrices de la pétition « Sauvons la petite école du village de Loing ». Malika André, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Myriam Dutruy, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors, soulagée par cette nouvelle ou non? Pas vraiment. Je pense que c'est une nouvelle qui est plutôt faite pour apaiser les tensions qui sont créées et puis toutes les problématiques qu'on a peut-être soulevées dans ce qui s'est passé. C'est une nouvelle qui veut être d'un côté un peu rassurante pour la population en disant on la ferme que provisoirement. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas nous garantir que ce sera que provisoire. Donc, autrement dit, vous n'y croyez pas que ce soit provisoire pour vous. Voilà, on vous cache un petit peu la suite. Pour moi, ça ne peut pas être que provisoire, vu que les responsables de cette fermeture ne demandent pas les arguments qui ont été expliqués à cette fermeture par l'établissement scolaire. Alors, jusqu'ici, vous avez récolté 1275 signatures. Où est-ce que vous en êtes? Parce que je sais que ça avance de jour en jour. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit résumé, Malika André? Oui, alors écoutez, la pétition, elle est arrivée à son terme. Donc on a récolté ces 1275 signatures. On les a envoyées à qui de droit, donc aux responsables d'enfance et jeunesse, à la DGO, qui est la direction générale de l'enseignement primaire. On a aussi envoyé à Madame Marel. On a attendu longtemps des retours et on a aussi envoyé à la direction des écoles de rôle. On a attendu, comme je l'ai dit, donc longtemps un retour des différentes instances. Actuellement, on a eu le retour d'à peu près tout le monde. On a pu rencontrer une dernière fois Enfance et Jeunesse vendredi dernier. Et la décision est donc tombée comme quoi c'était une fermeture provisoire actuellement donc, de ces locaux. Mais comme a très bien dit Myriam Dutruy, nous, personnellement, nous n'y croyons pas, du fait justement que tous les arguments qui ont été annoncés et énoncés par la direction des écoles n'ont pas été démentis. Alors, on va essayer de comprendre justement qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas d'avis que cette école, justement, ferme. Vous êtes tous deux mamans, vous avez signé cette pétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez appris que la direction souhaitait fermer cette école et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi, simplement? Pourquoi on n'est pas d'accord de fermer? Parce qu'il y a toute une problématique déjà financière qui est là derrière, qui est effectivement nous sommes mamans, mais nous sommes aussi contribuables. Et quand on sait que lors de ces dernières années, il y a plus de 45 millions qui ont été dépensés sur l'arrondissement de Rôle et environ pour des constructions de bâtiments, des bâtiments provisoires dernièrement qui vont encore être construits cet été, qu'à tous les intercommunales, l'association Enjeux Enfance et Jeunesse, qui est l'association intercommunale, réclame de nouveaux locaux scolaires qui sont en manque de locaux et que d'un autre côté, on nous ferme. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, parce que dans le district, on entend partout qu'il manque de la place, notamment à Rôle. Et puis, du côté de Cécile Marel, dans le courrier qu'elle vous a envoyé, elle vous écrit que finalement que si cette école ferme, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'élèves à la rentrée. Donc, on pourrait finalement se poser la question du bien-être des enfants, si vous êtes d'accord. On entend aussi dire du côté des directeurs que justement, toutes les infrastructures ne sont pas suffisantes à Loing. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Non, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Sachant que ça fait maintenant quand même un certain temps que cette école est ouverte, que jusqu'à maintenant, elle n'a jamais posé de problème au niveau de ses infrastructures.
Alors oui, effectivement, il manque une salle de gym, mais comme dans d'autres classes du district, enfin de Rolle et environ, on peut reprendre typiquement l'école du Château, où là, il y a aussi 2 classes qui n'ont pas non plus de salle de gym, qui n'ont pas de salle de dégagement pour pouvoir faire de l'appui ou pour faire d'autres choses, qui n'ont pas de salle des maîtres, qui n'ont pas de salle de travaux manuels. Donc le problème est exactement le même qu'à Loing, mais nos enfants et nos élèves de Loing n'ont jamais manqué de cours ou de leçons, sachant que la gym, les travaux manuels étaient faits dans une autre école, comme pour les enfants de Rolle, que les déplacements ne se faisaient pas sur temps scolaire, comme l'a pu le prétendre le directeur Rosa, mais se faisaient en dehors des heures scolaires, donc il n'y avait pas de perte de temps pour les enfants. Donc, ils ont quand même bénéficié de la totalité du dispositif. On nous a aussi évoqué le fait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du parascolaire au même titre que les enfants de Rolle ou de J ou de Dully, ce qui est complètement faux, puisque les enfants, il y avait des enfants de Loing qui étaient au parascolaire, qui prenaient le bus évidemment, mais qui allaient sur les sites de J et de Dully. Donc c'est des choses c'est des arguments qui ont été avancés, qui ne justifiaient pas en soi cette fermeture. On nous a aussi rétorqué qu'il fallait déplacer des enfants. Ça, de toute façon, depuis 60 ans que cette école existe, il y a toujours eu des enfants qui se déplaçaient, parce que cette école regroupait les enfants qui venaient des villages de Tarteniens, Bursin, Vinzel et Loing. Ouais. En tant que maman, pardon, vous avez aussi plusieurs enfants, vous savez qu'à un moment ou l'autre, il va falloir vous déplacer. Et ça, c'est pas un problème. On ne critique pas le fait que nos enfants doivent prendre le bus. Hein. Ça me gêne pas du tout. Si on me dit, OK, on met que des 2P, ben, c'est pas faisable, c'est 1-2 dans le canton de Vaud, mais par exemple, on met que des 3P à Loing, pas de souci. Ma petite qui va rentrer en 1P, mais elle prend le bus, elle est autonome, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas une argumentation pour moi. Les transports, ils existent, les transports, ils sont là. Et ils ont toujours existé. C'est comme pour aller à la gym, les transports, ils étaient organisés. Donc tout roulait, tout est organisé. Du point de vue externe, on a l'impression qu'en fait, tout le monde se renvoie un peu la balle. Au centre du village, le syndic, Claude Guignard, vous soutient. Il fait partie également du comité d'enjeu. C'est intéressant parce que du coup, il n'a pas le même avis que le reste du comité. Quelle marge de manœuvre et justement, quelle discussion vous avez pu avoir avec lui ? Alors c'est assez compliqué parce qu'il est quand même lié dans ses obligations, hein, donc il peut nous transmettre certaines informations qu'il peut retransmettre à toute la population, mais après il y a beaucoup d'informations où il nous faut carrément nous adresser à la présidente du CODIR, donc du conseil de direction. Claude nous a toujours transmis son soutien. Maintenant, il a pris la responsabilité aussi d'annoncer à tous ses habitants la fermeture de cette école, qui, je pense, a été une bonne chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on l'a tous appris, parce qu'autrement, je pense que nous ne le saurions toujours pas. Ouais, sachant qu'il ne fera pas partie de la prochaine législature, est-ce que là, vous êtes un peu plus inquiète ? Je pense qu'il y a des municipaux derrière qui comprennent quand même l'argumentation de leur population. Ils sont quand même élus par la population, donc ils sont quand même là pour défendre nos pensées et puis nos demandes. J'espère qu'ils se feront entendre et j'espère surtout qu'ils prendront ce dossier en main. Parce que j'ai l'impression, quand on s'adresse à enfance et jeunesse, ils n'ont pas tous les éléments. Ils donnent crédit et puis ils accordent leur crédit à tous ceux qui les interpellent en leur disant « c'est comme ça ». Mais ce n'est pas vrai. Encore vendredi dernier, nous avons une réunion avec Enfance et Jeunesse où on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient accepté de fermer Loing et ils nous ont clairement répondu « ce n'est pas nous, c'est la DGO ». Alors que sur les courriers de la DGO et de Madame Amarel, c'est clairement dit que c'est la responsabilité de Enjeu. Donc il y a cette confusion justement. Mais aujourd'hui, sachant que voilà que la décision est prise, que cette fermeture, elle est imminente, mais à caractère provisoire, comme l'explique Cézla Amarel, jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller, Malika André ? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Eh bien, pour la suite, pour cette rentrée scolaire, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Maintenant, on a clairement dit que nous serions attentifs durant les prochaines années, la prochaine rentrée, la rentrée suivante, à savoir
qu'est-ce qui va se passer, comment va se passer les enclassements. Et là où on va être très attentive, c'est si tout d'un coup ils venaient à nous proposer des bâtiments provisoires sur un site ou un autre, là effectivement on risque de ne pas être d'accord avec eux. Et pour terminer, pour qu'on puisse peut-être ancrer encore un peu plus la situation, Myriam Dutruy, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vos enfants à cette rentrée, la prochaine ? C'est un bon chamboulement pour eux parce que je pense quand même qu'une école de village, c'est un apport pédagogique. Effectivement, l'école apporte tout ce qui est pédagogique, mais c'est aussi l'entrée dans la sociabilisation. Pour les petites classes de 1-2P, on apprend aux enfants à vivre ensemble, on leur apprend à communiquer, on leur apprend à nouer des liens. Et ces écoles de quartier ou de village, que ce soit de quartier dans les grandes villes ou de village dans nos villages, c'est aussi là où ils se forment leurs premières amitiés. Mais je vais vous embêter un peu justement du fait que cette classe soit trop petite. Est-ce que ce n'est pas justement un désavantage de les sociabiliser dans des petites classes et ne pas les mettre directement avec plus de monde ? Qu'est-ce que ça veut dire plus de monde pour vous? 3 enfants? Parce que c'est ce qui se passe. À GI, ils sont 3 de plus que ce qu'ils auraient été à Loing. Est-ce qu'une grosse différence entre 16 élèves ou 19 ensemble? Je ne pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on passe un certain nombre d'élèves, qu'ils soient 16 ensemble ou qu'ils soient 19, il y a plus grande différence. Mais je trouve bien dommage que M. Rosa, directeur de l'établissement de Relais Environ des primaires, n'a présenté que les chiffres des enfants de Loing et non le chiffre de tous les enfants qui bénéficient de l'école de Loing. Ça veut dire les enfants de Tartenien, de Bursin, de Vinzel et de Loing. La direction des écoles aura bien entendu la parole si elle le souhaite. Pour vous, mesdames, si on veut continuer à suivre vos nouvelles et aussi la suite peut-être de cette pétition, Sauvons la petite école du village de Loing, j'imagine que vous donnerez la suite sur votre site internet. Oui, bien sûr. Dès qu'on aura plus de nouvelles ou dès qu'il y aura quelque chose à noter, on le notera. Malika André, Myriam Dutruy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Région d'Oignon arrive au terme de cette législature. Mercredi prochain aura lieu la séance d'installation. Aujourd'hui, sur le plateau, la présidente du Conseil intercommunal. Bonjour. Bonjour Andrea. Valérie Jean Renaud, alors vous céderez prochainement votre place. On va parler aussi de votre poste, de votre fonction. On va en faire un petit bilan. Mais avant tout ça, on va revenir sur la dernière séance du Conseil intercommunal. On va revenir notamment sur le dossier de la Dôle qui a suscité pas mal de mécontentement. Alors d'abord estimé à 3,3 millions, le bâtiment d'accueil du domaine Dôle-Tuf a été réévalué à 4,9 millions. Le Conseil intercommunal a exigé des explications. Valérie Jean Renaud, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, un préavis d'urgence a été déposé pour Télédôle. Et puis, il y a eu pas mal de discussions. Je dirais qu'il y a eu pas mal de questions. Les délégués se sont posés beaucoup de questions sur ce cautionnement, en fait. Donc, à raison d'ailleurs. Ils ont demandé un peu des explications et le CODIR leur a donné les explications. Donc, tout a été plus clair et le préavis a passé au vote. Donc, le cautionnement a été accepté. Donc voilà, l'installation n'a pas été remise en cause. On sait que c'était un gros dossier, une construction importante pour la région. Donc ça pourra se faire, une bonne chose. Pour revenir justement à cette législature, alors voilà, on arrive au terme de celle-ci. Quel bilan personnel est-ce que vous en faites ? Alors, un bon bilan personnel. Je dirais que, en fait, c'était mon profond ressenti durant ces 5 ans, c'est que les délégués de Région Nyon sont vraiment acquis à la région. Et puis, il y a eu en fait des groupes de sous-régions qui se sont créés, donc Jura-Lac, Lac-Vignoble, As-Boiron, Terre-Sainte. Et puis ces groupes en fait se rencontrent avant chaque conseil intercommunal pour préparer les séances. Et il y a un point important qui est ressorti pendant ces 5 ans, et je pense que ce sera probablement le défi de la prochaine législature. Tous ces sous-groupes, en fait, tous ces délégués souhaiteraient un projet commun pour Région de Nyon. Un projet commun. Un projet commun qui n'est pas facile à trouver, il faudra être créatif. Un projet en fait qui est rassembleur, qui rassemble. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que dans la région, avoir un projet fédérateur à toutes les régions, c'est difficile à trouver. Eh bien, c'est difficile à trouver parce que en fait, il y a des défis différents dans chaque sous-région. Mais voilà, ce sera un travail
peut-être pour les 5 ans à venir. Ouais, alors on va venir au futur d'ici quelques instants. On va rester aussi sur cette législature puisque 5 élus ont quitté le CODIR pour des raisons diverses. On va vraiment revenir là-dessus. Mais voilà, on a l'impression qu'entre cette législature et la suivante, c'est l'année du changement. Et oui, et bien heureusement. Mais ce qu'il faut dire aussi, il y a des membres du CODIR qui ont déjà fonctionné pendant quelques années, qui vont rester au comité directeur. Donc une mémoire va être conservée au CODIR. Et puis il y a des nouveaux qui vont arriver, donc qui vont donner un nouveau souffle. Et puis tout changement est bon. Ouais, on sait que certaines personnes étaient là depuis de nombreuses années. On peut citer par exemple la personne de Gérald Crétny qui était là à la présidence du CODIR. Est-ce que là, le fait que ça change justement, qu'est-ce que ça peut permettre? Est-ce que ça peut permettre justement que certains dossiers se décrispent? Alors moi, je ne dirais pas que certains dossiers se décrispent. Je pense qu'il n'y a pas eu de crispation vraiment sur certains dossiers. Je pense que les dossiers vont continuer à évoluer. Peut-être qu'il y aura de nouveaux dossiers, il y aura une autre manière de voir les choses, une autre gouvernance. Ce sera un peu la surprise. Ouais, alors la surprise. On sait surprendre. Il en faut surtout un nouveau souffle pour Région de Nyon, c'est ce que vous nous disiez justement en préparant cette interview. Selon vous, comment est-ce que ces élections communales qu'on vient de vivre ont influé cette année à Région de Nyon? Écoutez, ce qui est assez surprenant par rapport à il y a 5 ans en arrière, c'est le nombre de personnes intéressées à rentrer à Région de Nyon et surtout au comité directeur. On a eu une séance avec les syndics de Jura-Lac pour proposer des candidats et 3 candidats se sont proposés pour aller au CODIR. Je dirais qu'il y a 5 ans en arrière, il y avait pas vraiment de candidats. Enfin, il n'y avait pas plus de candidats que de places au CODIR. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Région de Nyon a une réelle signification ou qu'en tout cas, tout le monde l'a comprise? Plus de monde. Oui, je pense que plus de monde ont compris en fait les enjeux de Région de Nyon et puis d'avoir une région forte, une région économiquement forte, culturellement forte. Je dois dire qu'en Suisse, il y a 2 pôles, Zurich et Région de Nyon. Et je crois que là, les gens ont compris qu'il fallait tirer à la même corde. Ouais. Alors, de mon côté, je soulèverai un fait, on va se relier à la ville de Nyon. Le municipal Pierre Valenne a été fraîchement élu municipal à Nyon. Alors évidemment, il était au conseiller intercommunal. Et fait intéressant, il sera notamment à Nyon responsable des affaires régionales. Le fait qu'un dicaster spécifiquement pour les affaires régionales ait été mis sur pied, est-ce que c'est une bonne chose pour le conseil intercommunal de Région de Nyon? Alors, je pense que c'est une bonne chose pour le conseil intercommunal. Ce qui est encore plus une bonne chose, c'est que Pierre Valenne y soit. Pierre Valenne a donc une fibre verte. Il est concerné par tout ce qui est environnement. Et je pense que oui, ça peut apporter quelque chose d'important à Région de Nyon. D'autant plus intéressant qu'on sait qu'il a souvent été critique à l'égard du comité et du CODIR. Donc là, le fait qu'il intègre aussi ce comité-là, ça peut changer quelque chose. Oui, je dois dire que les élus du conseil communal de Nyon ont vraiment apporté pas mal de choses au conseil intercommunal. Donc, si on se remet il y a 5 ans en arrière, en fait, les délégués des conseils communaux sont arrivés au conseil intercommunal. Et puis, les délégués des grandes villes qui ont l'habitude du maniement des outils politiques, interpellation, postulat, motion, ont utilisé ces outils. Et ça a créé des débats, ça a créé des discussions. Et je pense que c'était franchement une bonne chose. Et puis, pour leur rendre à César ce qui est à César, c'est grâce à eux, grâce à Pierre Valenne et Claude Farine, que les groupes des sous-régions se sont créés avec le premier groupe sous-région Jura-Lac. Pour revenir à vous et à votre parcours, Valérie Jean-Renaud, vous avez été élue présidente du conseil intercommunal le 29/6/2016, ça fait un petit moment. Et puis, là, on arrive à la fin, justement, vous allez quitter cette fonction, mais pour un autre objectif, passer à la tête des finances. Pourquoi ?
Alors, passer à la tête des finances, en tout cas, c'est votre souhait. En tout cas, mon souhait de rentrer à la commission des finances, pour avoir un peu une vision un peu plus globale de Région de Nyon. Il ne faut pas oublier que moi, je fais partie d'un exécutif de village. À Burtigny. Et puis, à Burtigny, je n'ai pas vraiment passé par le législatif avant d'être dans l'exécutif. Et puis, un des objectifs pour moi, c'est de un peu mieux comprendre ce qui se passe, collaboration entre le législatif, l'exécutif, mettre du lien, parce qu'en fait on est tous ensemble, qu'on soit dans un village, à Région de Nyon, dans une grande ville, on n'est pas des organes séparés. Vous vous attaquez à un vrai gros morceau, hein. On sait que Chantal Landero disait souvent que comme tout le monde, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais sachant que ça crispe aussi pas mal de tensions, ça suscite pas mal toujours de questions au Conseil intercommunal. Qu'est-ce que, selon vous, il faudra faire peut-être de différent concernant les finances à Région de Nyon? Alors là, je ne peux pas vous dire, Andrea, parce qu'en fait, j'y suis pas encore. Donc, moi, je vous propose, vous me réinvitez sur le plateau et puis je vous raconte. Mais c'est en tout cas quelque chose où vous voyez qu'il y a du potentiel à travailler, retravailler, partir sur des bases et continuer à faire quelque chose? Oui, moi, tout ce que je peux apporter, c'est venant d'une petite commune où on n'a pas beaucoup de rentrées d'impôts. Donc, en fait, nous, à Burtigny, on sera toujours obligés d'économiser, de choisir les projets, d'avoir une stratégie de projet assez drastique, pour ne pas rentrer dans des chiffres rouges. Alors, ce que je peux apporter, c'est ça. Maintenant, vous me réinvitez, je vous raconte. Un sacré optimisme, c'est-à-dire qu'on peut faire de grandes choses avec peu de moyens, c'est ce que vous nous dites. Finalement, vous nous avez parlé de l'avenir de cette prochaine législature. Vous avez cité ce projet fédérateur qu'il faudra trouver à toute la région. Mais selon vous, quels seront les autres enjeux importants pour Région de Nyon? Ce sera alors un enjeu important, je pense, ce sera la communication avec le conseil intercommunal. Comme je vous l'ai dit avant, je pense qu'on tire tous à la même corde et puis que la communication avec l'organe délibérant, c'est vraiment quelque chose d'important et puis ce sera vraiment un point sur lequel travailler. Peut-être du côté financier aussi, la multisport à Nyon, patinoire permanente à Gland, là on sait que c'est des dossiers qui arriveront à Région de Nyon. Écoutez, très certainement, mais je pense qu'il faudra le demander au Que Dire. Voilà. Au Que Dire de décider et puis surtout au Conseil intercommunal. Valérie Jean-Renaud, présidente du Conseil intercommunal, on l'a dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis donc la séance d'installation qui aura lieu mercredi prochain. L'ouverture au printemps prochain d'un crématoire animalier et d'un jardin du souvenir dans le quartier des Tines est mal perçue à Nyon après la pétition des habitants voisins au projet et des interpellations au conseil communal. NRTV parti en croisade à Zurich, à Dubendorf, pour donner la parole au directeur de la société crématoire animalier SA. Une copie du crématoire de Dubendorf sera installée à la route du stand au printemps prochain. Nous sommes une entreprise qui a été créée à peu près il y a 25 ans. Et les gens qui ont créé le crématoire, c'était des vétérinaires et ils ont vu qu'il n'existe rien si l'animal meurt. Et puis ils ont eu l'idée, c'était des gens très innovatifs, et puis ils ont créé le crématoire animalier. On a eu des gens ils sont venus, ils ont dit je veux être là, et puis ils ont pris une chaise, ils s'asseyaient près du four. Ça nous a donné des idées, quelle est la direction qu'il faut aller. Pour la plupart des gens, c'est vraiment le moment que l'animal va dans le four, c'est important. Et puis, ils partent. Les raisons des gens pourquoi ils veulent faire une crémation, c'est très, très individuel. Mais je pense que ce sont les gens qui ont une très forte connexion avec leur animal. En Suisse alémanique, c'est peut-être 25 ou 30% des animaux qui sont incinérés. Chez nous, ce sont 24 000 incinérations par année.
600 crémations par mois, 150 à 200 animaux qui viennent de la Romandie à Séon. C'est un marché très attractif, oui. Qu'est-ce que vous allez construire pour 4 300 000 francs? Un site très très joli. Sur l'un côté, on a les chambres de réception et les bureaux et tout ça. En arrière, on a les salles du four ou aussi de la technique et la livraison de nos camionnettes. On ne va pas voir ça du côté de la rue. Le four qu'on va avoir à Nyon, c'est basé sur un four pour la crémation des humains. L'entreprise qui le construit, ils sont une des entreprises les plus avantagées en Europe. La fenêtre de mon fils donne sur les futures cheminées. Pour moi, c'est quelque chose d'assez... c'est pas une angoisse, mais c'est quand même quelques craintes. Les habitants ont des inquiétudes liées aux odeurs et au bruit. Comment vous les rassurez ? Parce qu'ils ont des lois en Suisse, et les lois en Suisse en Suisse allemand s'appelle Luftreinhalteverordnung. On contrôle beaucoup les gaz au processus de l'incinération, et c'est aussi contrôlé tous les 2 ans. Il doit faire 2 jours de contrôle avec des gens extérieurs qui viennent chez nous pour le faire. Est-ce que vous pouvez leur garantir qu'il n'y a vraiment aucun risque? Oui, parce que la loi est faite pour ça, qu'on n'a aucun risque. Pire que ça, il y a des aménagements du futur crématoire qui sont installés sur la surface de la piste cyclable. Sur la route du Stan, il y a 5700 voitures par jour qui passent. Et après, ça va être quelques voitures par jour de nos employés, de nos clients. Et ce sont peut-être 30 voitures qui passent là par jour en plus. Cette piste cyclable n'a aucune influence sur notre projet. Ce n'est pas de problème. C'est intégré dans le projet global. C'est pas de problème, oui. Quand vous vous êtes installé ici à Dubendorf, vous avez eu aucune réaction du voisinage, ni des entreprises qui sont mitoyennes à votre entreprise? Non, aucune. Pas du tout. C'était vraiment pas de problème, pas du tout, jamais. Parce que la connaissance du thème, dans la Romandie, c'est presque inexistant. C'est important d'avoir une formation, une éducation, tout ça pour informer les gens, et c'est une décision personnelle. Est-ce que vous allez organiser une séance d'information pour la population lyonnaise? Ils ont pris une opinion et je ne suis pas sûr s'ils veulent recevoir des vraies informations. On aimerait de faire ça si c'est désiré, et on aimerait ouvrir l'année prochaine. Peut-être en avril, peut-être en été, mais ça dépend, si vite que possible. On est prêt pour commencer avec la construction. La suite de notre dossier consacré au crématoire animalier à Nyon avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Guay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout à l'heure, on verra d'autres images de ce futur crématoire, mais à l'issue de ce reportage, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez peut-être d'entendre ou de voir ? Je suis assez étonné. Il semble qu'en tout cas, c'est bien tenu et que l'infrastructure est mise en place pour faire le moins de nuisances extérieures et que ça soit le moins visible pour l'environnement. Donc vous êtes étonné, vous imaginiez quelque chose de pire par rapport à ce lieu? Non, pas forcément pire, mais ça me conforte dans l'idée en fait qu'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de vision extérieure. Je crois que ça a été confirmé. On peut se rassurer par rapport à l'environnement, à l'utilisation, l'accès en fait à ce crématoire. L'accès, parce que tout est question de lieu. Justement, ce crématoire animalier situé à 20 mètres d'un immeuble, 3000 personnes dans le quartier, mais aussi des écoles et un écoquartier situé juste à côté. Est-ce que c'est le bon endroit pour placer ce futur crématoire ?
Alors, ce n'est pas tellement à moi de juger si c'est le bon endroit ou pas. C'est vrai que c'est en zone industrielle, il y a des habitations en bordure de cette zone industrielle. Après, la municipalité, elle a une demande pour cette activité qui est conforme à la zone. Donc, pour nous, on n'avait pas, en tout cas, au dépôt du dossier, on n'avait pas à statuer sur le bien fondé de l'emplacement de cette entreprise. Maintenant, on voit, et on peut le comprendre, qu'il y a des voisins et des personnes aux alentours qui réagissent. C'est vrai que c'est compréhensible, c'est très émotionnel. Maintenant, il faudra voir comment la municipalité va traiter le dossier pour la suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le service de l'urbanisme ne s'est pas questionné sur la zone d'affectation, justement, de ce lieu? Oui, il faut rappeler que en fait, le service d'urbanisme et la police des constructions, ils font une analyse administrative et technique des dossiers. Donc après, il n'y a pas de prise de position je dirais autre que la partie vraiment technique, la conformité à la zone. Donc cette analyse technique, elle a été faite au moment de la réception du dossier. Exactement, elle est conforme à la zone. Donc cette activité-là correspond à une zone artisanale industrielle. Après, il y a effectivement le côté émotionnel qui peut venir dans un deuxième temps et on voit que les gens ont réagi. Donc ça va être une prise en considération que la municipalité devra faire. Maintenant, chaque propriétaire, chaque entreprise peut s'implanter du moment qu'elle est conforme. On a peu de moyens en fait d'aller contre cette demande. Alors effectivement, c'est une zone industrielle. Vous dites que c'est aussi un projet émotionnel. C'est vrai, on le ressent. Hein. On a reçu notamment des habitants ici sur ce plateau et on l'a ressenti. Et forcément, on joue toujours sur les mots. C'est vrai qu'on peut se poser de l'objectif, comment nommer ce crématoire animalier. C'est vrai qu'on peut se poser la question du pourquoi est-ce qu'il est dans cette zone industrielle. Certains diront que c'est plutôt un intérêt public, un intérêt social. Alors non, c'est une entreprise privée, puisque ce n'est pas directement lié à une utilisation publique. Maintenant, après, c'est vrai que la ville de Nyon, on a peu de zones industrielles, on a peu d'emplacements où il y a des terrains ou des locaux qui sont disponibles. Et le propriétaire a acquis cette parcelle et ces locaux pour faire cette activité-là, en pensant qu'il était en étant dans son droit en zone industrielle et artisanale. Après, le mettre à disposition en zone d'utilité publique, ce n'est pas possible. Donc, il fallait trouver un autre endroit en zone industrielle. Mais la ville de Nyon... Par exemple, une déchetterie, une steppe, parce que là, ça pourrait être le bon endroit. On est aussi en zone d'utilité publique, donc ça peut paraître difficile. Mais justement, changer cette affectation on pourrait se dire que voilà, là, ça apaiserait toutes les tensions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce lieu vers la plaine de Las, Maurice Guy? Alors, la plaine de Las, on est tout en zone d'utilité publique, donc il faudrait faire un addenda en fait, au plan d'affectation pour créer un petit bout de zone artisanale industrielle pour cette activité. Après, à voir si effectivement il y aurait des possibilités, mais c'est assez difficile de faire en fait, de l'affectation et de l'aménagement du territoire en fonction des activités, parce qu'on a d'autres activités qui peuvent apporter des nuisances dans les zones industrielles ou artisanales. Est-ce que chaque fois, il faut qu'on adapte l'aménagement du territoire en fonction du propriétaire ou de l'activité? Ça devient difficile. Je dirais plutôt aménager le territoire en fonction du besoin, en tout cas du sentiment des habitants. C'est vrai qu'on a souvent entendu dire que Nyon fait aussi appel aux citoyens pour créer des différents aménagements. Là, on entend, les citoyens sont OK pour que ce projet de crématoire vienne s'installer à Nyon, mais on les entend aussi dire que ce n'est pas le bon emplacement. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi le travail de l'exécutif de faire aussi ce travail-là, de peut-être changer certaines zones et de les placer ailleurs, encore une fois, à côté de... Oui, c'est tout le travail qui doit être fait par l'urbanisme, c'est de répartir justement le territoire et d'aménager son territoire en fonction des utilisations. Maintenant, la zone dans laquelle se situe le crématoire, il est déjà... il y a des années, c'était la première zone industrielle qui était artisanale, qui était en dehors de la ville. Et gentiment, la ville et les terrains aux alentours ont passé en zone constructible. Maintenant, il y a peut-être effectivement d'autres zones et on est preneur. On cherche encore des zones à Nyon pour faire de l'artisanat à l'industrie. On a toute cette discussion avec le canton aussi. On essaie justement de garder la main sur nos zones artisanales industrielles et pas qu'elles partent au niveau du canton pour qu'on puisse justement pouvoir gérer l'implantation de ces entreprises. Ouais, dans le sujet, on entend également le directeur expliquer qu'en Suisse, les lois sont très sévères. Pourtant, en France, par exemple, on ne peut pas s'installer à moins de 200 mètres d'une habitation. On ne peut pas installer un crématoire. Quelle est la législation en vigueur pour ce genre d'installation en Suisse? Alors, la première, c'est l'affectation du territoire. Donc là, on a confirmé que la zone était acceptable. Après, il y a au niveau de l'environnement, du bruit, où effectivement, ça, c'est le canton qui doit statuer là-dessus. Donc, on est en attente du retour du canton sur les pollutions, en fait, qu'il pourrait y avoir et le bruit. Et ça, c'est la Direction générale de l'environnement qui va donner son accord ou pas par rapport aux normes qui existent et la loi sur ces aspects-là. Donc, vous renvoyez la balle au canton?
Non, pour le moment, on attend simplement. Pour nous, les premières vérifications qu'on a faites au niveau de la ville, ça correspond. Donc, on n'a pas de... ils sont conformes de nouveau à la zone. Maintenant, le canton doit faire ces vérifications et c'est eux, en fait, qui nous donnent l'accord sur ces aspects-là. Une pétition forte de plus de 1000 signatures avait vu justement jour. Ces signatures-là avaient été récoltées. Quand est-ce que la ville va rappeler justement ces personnes-là ou qu'est-ce qui sera organisé? Est-ce qu'il y aura un échange? Oui, alors la pétition, on va y répondre, on va donner une réponse aux pétitionnaires. C'est bien clair que 1100 personnes qui ont signé, ça fait beaucoup, mais la réponse, en tout cas, on va la donner. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a les oppositions. Quand il y a quelques oppositions, on reçoit effectivement en conciliation les opposants. Là, avec 100 opposants, il faudra voir comment la municipalité va traiter le dossier. Je pense qu'on va faire... De toute façon, il y aura des séances d'information. Je pense que les propriétaires, comme ils l'ont dit tout à l'heure, sont prêts à venir aussi pour expliquer leur projet. Alors, de manière plus personnelle, Maurice Guy, vous n'avez pas été réélu lors des dernières élections communales. Très franchement, est-ce que ce dossier de crématoire est venu entacher votre fin de carrière en tant que municipal à Nyon? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tous les tenants aboutissants. C'est vrai qu'avec l'urbanisme, on est très exposé. Et puisqu'il y a beaucoup de sujets, que ce soit effectivement le crématoire, mais aussi d'autres choses. On a beaucoup d'opposition de gens par rapport à des plans d'affectation, par rapport à des permis de construire. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu dans le canton, beaucoup de municipales de l'urbanisme ont pas repassé aux élections. On est très exposé, ce qui est voilà, le lot de la politique, il faut l'accepter. Ouais, on va revenir à votre parcours d'ici quelques instants, mais avant ça, je vous propose de découvrir le fonctionnement du crématoire animalier de Dubendorf. Vous avez dit que vous imaginiez ce lieu peut-être un peu différent, mais est-ce que vous avez déjà fait appel à ce genre de service? Non, pas du tout. Moi, je suis issu d'une famille plutôt agriculture paysanne, donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude, je dirais, d'enterrer ou plutôt de brûler les animaux. Enfin, voilà, on n'a pas cette mentalité-là. Mais je comprends qu'effectivement, les gens s'attachent à leurs animaux et qu'ils veulent leur donner une sépulture et une suite qui soit plus... qui correspondent un peu à ce qu'on fait avec les humains. Mais... Leader suisse dans le secteur de la crémation animalière, Crématoire Animalier Suisse investit aujourd'hui près de 4 millions de francs pour construire sa succursale à Nyon, dont l'ouverture est prévue en 2022. Au cœur d'un marché fort en développement, l'entreprise estime que 10% de ces animaux proviennent déjà de la Suisse romande. Visite des lieux en compagnie de Florian Cavalleret. Là, on est à l'extérieur du Tir crématorium de Dubendorf. Vous pensez que les Nyonnaises font des fausses idées justement de toute cette tristesse qui peut se dégager de l'arrivée des propriétaires d'animaux? Tout à fait, oui. Pour nous, c'est vraiment des fausses idées. Et puis nous, on compte avec à peu près 2 personnes par jour qui amènent leur animal eux-mêmes. Et il n'y a jamais de personnes éplorées sur le parking, finalement, à vous entendre, de ce que vous me dites. Ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui sort et puis il est en larmes et puis qui pleure, mais après il va rentrer dans sa voiture et puis partir. Et puis là, ça va être un petit peu la même chose à Nyon. Tout est ritualisé, on allume une bougie pour chaque animal. Après, on remplit l'ordre d'incinération avec le client. J'ai une fois eu une grand-mamie de 85 ans, quelque chose comme ça. Elle m'a amené son perroquet Ara qu'elle a eu pendant 45 ans. Et puis oui, encore aujourd'hui, ça me fait des chairs poules. Oui, c'est énorme. Elle m'a dit, oui, j'étais plus longtemps avec mon perroquet qu'avec mon mari. Il y a un projet qui n'existe pas à Dubendorf, qui existera à Nyon et qui est présent à Séon, c'est le Jardin du Souvenir. Qu'est-ce que c'est, un Jardin du Souvenir? C'est là où nous, on enterre les cendres des incinérations collectives. Pour le moment, toutes les cendres sont posées à Séon et puis c'est quand même loin de chez eux. Nous, on aimerait bien que les propriétaires des animaux de la Suisse romande, ils ont la possibilité plus proche pour pouvoir visiter cette tombe commune. Ici, on a la possibilité d'accompagner l'animal pour son dernier chemin. On peut assister à la crémation. L'animal, il est posé sur cette luge. Le four, il s'ouvre. La luge, elle va dedans. L'animal, il est comme arrêté. La luge, elle recule.
Le four, il se referme et puis après, on ne voit plus rien du tout. On a depuis le petit hamster jusqu'à la semaine passée, on a eu un wallaby, on a eu un sugar glider, on a déjà eu des ratons laveurs, des serpents, on a déjà incinéré une biche d'un zoo privé. Oui, il y a vraiment de tout. Après, les limites, c'est aux capacités des fours. C'est ça. Ça va à peu près jusqu'à 200 kilos, quelque chose comme ça. Là, on va voir un animal emballé dans une housse spéciale pour le transport. C'est un animal qu'on a reçu depuis un cabinet vétérinaire. Ces animaux, ils sont emballés pour des raisons d'hygiène et puis de sécurité. Les animaux que les propriétaires ils nous amènent eux-mêmes, ils sont bien sûr pas dans un sac ou dans une housse spéciale. Ici, on pèse l'animal et puis on lui donne cette ID chip. D'accord. C'est un métal spécial qui ne fond pas et puis qui suit l'animal dans toutes les étapes de l'incinération et puis qui reste dans les centres et puis qui va à la fin avec dans la urne ou dans la petite boîte en bois que les gens ils ont choisi. Alors je précise parce que vous m'avez fait la remarque, vous m'avez demandé si je sentais quelque chose. Effectivement, on ne sent pas une odeur particulièrement forte ici. C'est important pour vous dans la relation que vous entretenez avec le voisinage. Vous souhaitez mettre l'accent là-dessus? Tout à fait, oui. Pour nous, c'est important de montrer, et puis malheureusement, il n'y a pas les odeurs par la télévision, que oui, il n'y a pas d'odeur. Tous les animaux que nous, on va chercher auprès des cabinets vétérinaires, qui sont à peu près 80% des animaux qu'on incinère, ils arrivent par ce garage ici. C'est nos transporteurs qui vont les chercher auprès des cabinets. Là, on a le cœur du crématoire, c'est tout le côté technique. On arrive vers les cendres. On arrive vers les cendres, oui. Souvent, il y a un petit peu un mystère. Les gens y croient qu'il n'y a plus que la poussière qui sort, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui reste, c'est les os. Oui, c'est ça. Là, on voit le ID chip qui a suivi l'animal. Ouais. Et puis là, on a des cendres qu'ils ont passé la broyeuse et puis on a le ID chip avec. C'est calqué, ce four, sur ce qui se passe pour les humains, j'imagine. C'est la même technologie. C'est la même chose qu'on utilise dans le domaine humain. Tout est très technique, mais au milieu de tout ça, il y a quand même un objet qui semble un peu sorti de nulle part. C'est un mixeur comme on peut en trouver chez soi. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, là, on rajoute quelque chose pour les tout petits animaux. Genre, pour un petit hamster, c'est tellement peu de volume qu'on puisse quand même emballer quelque chose. Si on vous amène un poisson rouge, par exemple, il finit là-dedans. Oui, parce que si on met dans le grand mixeur, les centres, ils sont mis partout, il n'y a plus rien. Ben là, on est arrivé au terme du processus de crémation. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir On va voir comment on emballe les centres pour les rendre aux propriétaires. Eh bien, je vous suis. Ici, chaque urne reçoit sa finition, si on veut bien. Les caissettes en bois, on met une jolie ficelle autour et puis avec une petite carte où chaque urne est personnalisée avec le nom du propriétaire et puis de l'animal. Et puis ensuite, c'est envoyé par la poste, tout simplement. On a 3 différentes possibilités. Soit les gens ils viennent récupérer ici, ou on renvoie dans les cabinets vétérinaires, ça se passe dans les dispo box jaunes, ou bien c'est renvoyé chez les gens directement à la maison dans le carton et puis tout est renvoyé, recommandé. On a quand même avec 20 ans une immense expérience et puis ces processus ils se sont aussi faits avec le fait de le faire. Tout est très minutieux en fait chez vous. Oui, et tout est très réfléchi et puis avec vraiment beaucoup de cœur. Oui. Lors de la prochaine législature, Stéphanie Schmutz reprendra le dicaster de l'urbanisme. C'est une sacrée patate chaude pour elle, Maurice Gué. Oui, effectivement, il faudra voir comment est-ce que la municipalité va gérer la suite du dossier, tenant compte effectivement des opposants de l'environnement de ce lieu.
Vous vous êtes pas trop mouillé jusqu'ici, donc voilà, si on aimerait profiter un petit peu de votre expertise, qu'est-ce que vous conseillez justement pour la suite de ce dossier? Convaincre les futurs habitants ou alors déplacer ailleurs ce crématoire? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, je pense qu'au début, il faut discuter. Il faut essayer de discuter avec les voisins, voir exactement ce qui les gêne. Et puis, je pense que le contact et la parole peut faciliter des fois certaines choses. Et puis, si vraiment il y a une compatibilité entre ce crématoire et le voisinage, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des oppositions qui vont aller jusqu'au tribunal, à la Cour de droit administratif. Donc, affaire à suivre. Mais est-ce que ce genre de dossier comme ça, émotionnel à Nyon, ça va vous manquer, Maurice Guy? Oui, je me suis toujours engagé en politique, donc voilà, ça en fait partie. C'est vrai que c'est intéressant de trouver des solutions et puis aussi de respecter la loi, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux affectations de territoire et de ne pas mettre trop d'émotions. Enfin, en tout cas, dans l'urbanisme, c'est difficile de mettre de l'émotion dans les règlements et dans les lois, puisqu'en fait, on se doit d'appliquer ces lois. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le mot émotion, j'aurais pu utiliser un autre, mais comment est-ce que vous définissez cette politique à Nyon? Quel regard justement vous avez au terme de votre passage en tant que municipal? Alors c'était un bon passage. Je crois que la politique, elle est là justement pour amener cette vision du citoyen au niveau de sa ville. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans. Alors c'est vrai que je suis souvent venu sur ce plateau plutôt pour des dossiers qui étaient un petit peu plus difficiles, mais il y a aussi d'autres beaux dossiers qui restent, que j'ai pu mener à bien et qui vont rester. Je parle des aménagements temporaires, que ce soit Pertan, Rivest, la place du Château qui n'est pas terminée, mais que j'ai bon espoir que Mme Sputz pourra reprendre et terminer. Justement, qu'est-ce qui sera intéressant de suivre par rapport à cette future municipalité justement qui aujourd'hui bascule à gauche selon vous? Alors, je pense qu'on aura 2 gros dossiers. C'est la gare, donc, puisqu'il y a une nouvelle étude pour la gare, place de la gare, avec la remise aux normes des voies CFF. Donc, c'est un travail qui sera fait par les CFF. Et puis, la place Pertan, où il y a une préparation en fait, du dossier qui a été faite. Et il faudra voir de quelle manière les tendances politiques peuvent remettre en cause ces projets, avec malheureusement souvent des délais et puis des allongements des procédures et du retard sur les dossiers. Alors, on voit votre affection pour l'urbanisme, mais du fait que ça bascule à gauche, justement, qu'est-ce que ça peut changer? Alors, sur des principes, on l'a vu avec le climat, avec la mobilité douce, des choses comme ça. C'est là qu'on peut avoir des tendances un petit peu différentes. Moi, j'ai toujours essayé de faire un équilibre, en fait, entre l'économie et le développement durable. Donc, c'est assez fin à essayer de mailler les deux. Voilà, après, il y a des fois des idées, on peut aller plus dans un extrême d'un côté ou de l'autre. J'essaie de ne pas aller dans un extrême trop économique, mais surtout de permettre aux gens, aux entreprises, aux commerces locaux de pouvoir vivre. Et la mobilité en fait partie, qu'elle soit douce ou individuelle. Il faut que les gens aient accès au centre-ville pour pouvoir faire vivre les commerces. Oui, alors lundi avait lieu l'installation et la sermentation des membres de la municipalité et du conseil communal de Nyon pour la législature suivante. On pourrait croire, Maurice Guy, que vous êtes un peu blessé parce que vous n'étiez pas à cette soirée. Pourquoi ? Non, ce n'est pas une question d'être blessé, mais voilà, moi j'étais candidat, je n'ai pas été réélu, j'en prends acte. Après, simplement que je n'avais pas forcément intérêt et envie en fait, d'aller voir cette nouvelle législature. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page. J'ai dit plusieurs fois à mes collègues de parti, à mes collègues de la municipalité, à partir du 1er juillet, je serai encore député, d'ailleurs, avec grand plaisir. Donc justement, la politique, c'est pas fini pour vous? La politique, c'est pas fini, mais au niveau communal, voilà, je tourne la page. Je vais pas être. Je sais qu'il y a trop de personnes qui souvent restent en place et continuent à donner des conseils. Ça va pas être le cas. Je donne volontiers des conseils si on me les demande, mais je vais pas donner des leçons. Donc voilà, pour moi, c'était un nouveau départ cette assermentation lundi, mais elle ne me concernait plus puisque moi, je vais terminer mon mandat au 30 juin. Et maintenant que vous êtes justement peut-être un peu plus détaché de la ville de Nyon, que vous restez député, est-ce que vous allez amener peut-être encore plus ou de manière différente certains dossiers nyonnais à Lausanne ? Alors, c'est un petit peu l'objectif. C'est vrai que par rapport à mes collègues députés, ils ont des fois de la peine à comprendre, mais une charge de municipale d'une ville de 25 000 habitants, c'est lourd, c'est quand même un travail à plus de 100%. Et voilà, on n'a pas toujours le temps à consacrer, la disponibilité peut-être pour un mandat de député. Maintenant, à partir du 1er juillet, je vais me consacrer un peu plus à ce mandat-là. Et bien évidemment qu'on est élu cantonal, mais on est aussi élu par notre région. Et l'objectif, c'est de défendre la région. On a déjà beaucoup travaillé avec SOS Communes qui touche beaucoup de communes de la région. On a abouti à cette initiative populaire, donc il y aura des discussions maintenant avec le canton, et ça va être le travail qu'on va devoir faire cette prochaine année. Donc certaines personnes pourraient espérer que vous ameniez le dossier du crématoire à Lausanne. Alors, c'est
pas de compétences cantonales, donc je crois que là aussi je suis quelqu'un qui a un grand respect pour ce qui est en place en fait. Chacun a ses prérogatives, hein, que ce soit au niveau d'un exécutif, d'un législatif. Il y a des lois cantonales, des lois communales, et régionales. J'ai toujours défendu ça pendant mes 5 ans en fait, de mandat. C'est qu'en fait on laisse les prérogatives aux bonnes personnes, mais qu'on n'essaie pas de faire le travail des autres. Donc là c'est un dossier communal, c'est un permis de construire communal avec des lois cantonales, mais je ne pense pas que le dossier devrait monter au Grand Conseil. Donc chaque chose à sa place, c'est peut-être ce qui résumera peut-être aussi votre carrière et votre passage à Nyon. Maurice Gué, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne suite à vous. Merci. C'est tout pour la rétro de cette semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Excellent week-end à tous.